Alors, bonjour et merci d'être ici pour cette troisième journée. Et cette fois-ci, on va parler de la production de texte. Alors, toujours moi, qui est Élise, qui est toujours là pour pour vous parler du nouveau programme d'études. Alors, cette fois-ci, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale un peu différente. Je ne sais pas si vous connaissez Serge Bouchard. C'est un anthropologue au Québec. Il est décédé maintenant, mais il y avait beaucoup d'émissions de radio. Il a fait Les Remarquables oubliés. Et lui, c'est un des premiers, je dirais, Québécois de souche qui avait fait dans les années 70 son doctorat avec les Cris du Nord. Ah, donc, il a comme vraiment, il a travaillé beaucoup avec les Premières Nations. D'ailleurs, il était considéré comme un aîné pour certains peuples. Alors, lui, il a écrit beaucoup sur les Premières Nations, puis comme leur redonner une parole. Et dans le livre, ici, ça fait partie d'une trilogie, c'est Ils étaient l'Amérique. C'est un livre qui parle des Premières Nations. Alors, je vais vous lire un petit paragraphe ici pour remettre en perspective la place des Premières Nations au début de la colonisation de l'Amérique. Alors, ça s'appelle Maquiller l'histoire. Pour se remettre en place, on est juste avant la guerre la guerre de 7 ans entre les Anglais et les Français dans les années 1750. À Fort Necessity, George Washington, jeune et flanqué de 1,80 m, promis à un si brillant avenir, a été vaincu par des Canadiens français, des Métis et des Autochtones, principalement des Chaouanans. Disons que cela fait tâche dans un curriculum militaire. Pour mieux l'oublier, il laisse entendre à tous qu'il a été défait par une armée de soldats français. L'imagination aidant, on voit un champ de bataille, des uniformes, des stratégies, une guerre, entre guillemets, rationnelle. N'est-il pas plus noble d'avoir été battu par les troupes d'une armée royale que par des Canadiens, des Métis et des Indiens? Tous, Anglais comme Français en France, reprendront dans leurs rapports officiels ce récit commode car chacun y trouve son compte. Alors, c'est juste pour vous montrer que souvent l'histoire, et puis quand on parle de pensée critique, elle est écrite du côté des vainqueurs, mais les Premières Nations ont fait partie intégrante euh, de notre francophonie aussi. Et fait intéressant, si Lévi avait entendu ou avait écouté ce que l'Anglade et ce groupe d'Amérindiens-là, peut-être que Montcalm n'aurait pas perdu à Québec et on parlerait français aujourd'hui partout au Canada. Alors, en tout cas, je vous le conseille, c'est un très, très beau livre. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les peuples autochtones en Amérique du Nord et ça se marie très, très bien aussi avec toute la place des francophones. On les appelait les Canadiens à cette époque-là, euh, à travers l'Amérique. Alors, encore une fois, je reviens à l'intention d'écoute. On a parlé la dernière fois de l'oral, de la production, de la compréhension de texte. Donc aujourd'hui, pensez un peu, on va retravailler la grammaire, quels sont peut-être des éléments que vous aimeriez approfondir l'année prochaine. Bon, ici, je vous montre dans le processus d'écriture, désolé, là, mon scan n'a pas bien pris toutes les couleurs ici, là, mais c'est le modèle qu'on pourrait appeler plus classique quand on enseigne l'écriture. Là, on va commencer, on va demander, les élèves vont le faire de façon individuelle, vont générer et recueillir des idées, choisir une idée, vont développer un texte, vont le planifier, vont probablement faire une ébauche, utiliser euh, des graphiques pour les aider, ils vont réviser, corriger. On va parler de la distinction tantôt entre réviser et corriger, c'est pas la même chose, ils vont publier. Mais j'aimerais vous présenter un modèle, avant d'en arriver, c'est qu'un des problèmes, c'est que on voit souvent nos élèves, donc je vais lire la citation, l'incapacité à générer des idées est l'une des principales causes de désengagement envers l'écriture. Souvent, on a des élèves ils ont le syndrome de la page blanche et c'est difficile, puis on leur demande d'écrire un texte, peu importe que ce soit narratif, descriptif, quoi que ce soit, mais ils ne savent pas par où prendre ça.
Et je vous dirais, ça c'est ma théorie, nos enfants ne jouent plus et le jeu symbolique, est super important pour développer les habiletés à écrire des textes narratifs. Mais on voit que nos enfants ne jouent plus de façon spontanée autant qu'ils le faisaient avant. Donc, peut-être que ça contribue un peu à ça. Mais pour arriver à aider nos élèves à peut-être se sentir un petit peu plus outillés pour faire face à l'écriture, ben, je vous propose un autre dispositif. Donc, c'est celui dont je vous avais parlé la dernière fois, le cercle d'auteur. À ne pas confondre avec les ateliers d'écriture, c'est pas exactement la même chose. C'est vraiment, on voit là, on a toutes les mêmes parties, mais cette fois-ci, c'est fait beaucoup avec la collaboration. Donc, la communication orale est au centre de ça. Les compétences font partie de ça. Donc, je trouvais que ce modèle, ce dispositif-là, se mariait très, très bien avec le nouveau programme d'études. Je vous ai mis le lien ici. Ça vient de l'Université du Québec à Montréal. Donc, vous avez plein d'informations là-dessus. Il vous explique quelles sont. Là, moi, je ne passerai pas à travers toutes les parties aujourd'hui, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, peut-être dans cette année ou l'année prochaine, ou pas cette année, mais l'année prochaine et l'année suivante, on pourrait travailler à partir des cercles d'auteurs. Puis, euh, donc, ils ont un projet de recherche présentement. Alors, ce sont des deux. Euh, sont où les dames? L'équipe du projet. Donc, je vais juste vous montrer. C'est Ophélie Tremblay, qui est la chercheuse principale, et Hélène Turgeon, travaille aussi à l'Université du Québec à Montréal. Et elle est aussi une autrice de livres pour enfants. Peut-être que vous avez déjà vu certains de ses livres. Je pense qu'il y en a une, c'est sur la culotte. Je me souviens plus. En tout cas. Donc, elle écrit. Puis, il y a plein d'enseignantes qui ont fait. C'est un projet qu'ils ont fait dans des écoles au Québec, mais des plurilingues, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Et je dirais que ça se marie très, très bien avec le deuxième et troisième cycle du primaire. Donc, c'est une approche qui est intégrée de l'enseignement du français qui contribue à l'apprentissage de l'oral, de la lecture et de l'écriture. Donc, tout à fait en lien avec le nouveau programme d'études. Donc, je vais revenir un peu pour voir les étapes, là, parce que je suis passée un petit peu trop rapidement. Hop, Alors ici, vous voyez qu'on commence par un cercle de planification, mais cette fois-ci, on va le faire ensemble. OK? Au lieu de le faire, de laisser nos élèves là, de planifier, là, puis on fait un remue-ménage, puis allez-y, on va le faire ensemble. Ensuite, il y a une mise en texte et ensuite, il y a un cercle de partage. Elle, ce qu'elle suggère, c'est qu'au début, quand on va faire ces étapes-là, on les fait plusieurs fois parce que l'idée, c'est qu'on veut que nos élèves écrivent le plus souvent possible. Et qu'une fois qu'on a, tu sais, eux autres, ils disaient que du mois de septembre au mois de décembre, là, ils écrivaient beaucoup, sans nécessairement aller tout de suite dans le cercle de révision ou le cercle de correction, mais pour vraiment que nos élèves aient plusieurs textes pour qu'ils s'habituent avec le dispositif. Et ensuite, on a le cercle de révision et le cercle de correction et pour finir avec le cercle de publication, qui souvent se fait à l'oral, mais on peut le faire aussi à la publication, peut-être d'un livre que nos élèves auraient écrit. Donc aujourd'hui, je veux m'attarder à deux étapes, c'est-à-dire le cercle de planification, puis on va le faire un petit peu ensemble. Hein, je vais vous faire travailler en ce mercredi après-midi. Je vais vous parler un petit peu de comment que ça se déroule, le cercle de planification. Donc, l'enseignante fait des équipes ou laisse les élèves choisir leur partenaire, c'est selon, et il va donner un déclencheur. Ça peut être un texte, ici, moi, je vais vous donner une image. OK? Fait qu'on va le faire à partir d'une image. Et les élèves doivent produire des idées. Donc, ils vont discuter ensemble. Souvent, c'est en équipe de 3, 4. Ils vont discuter ensemble. Ils vont se créer des idées. Ben, ils vont se donner des idées. Et chacun est responsable de noter ce qui lui convient. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va écrire la même chose. Alors, moi, je vais choisir certains mots qui m'interpellent plus ou des idées qui vont m'interpeller plus. OK? Donc,
Le cercle, ça dure à peu près 10-15 minutes maximum, prend fin quand chacun a suffisamment d'idées pour se lancer dans l'écriture. Donc, vous voyez, juste ça, là, je fais de l'oral, je dois partager mes idées. Hein? On a parlé de ça la première journée à l'oral. Alors, comment mes capacités, mes connaissances antérieures au niveau de la conversation, ça s'enseigne, ça. Donc, c'est un dispositif qui peut aider nos élèves à mettre ça en pratique. Donc, comment je, je, je- j'écoute l'autre, j'attends mon tour. Tu sais, des fois, c'est pas toujours évident, là, surtout pour certains élèves. Et une fois là, ici, il disait à partir d'un sujet libre, mais l'enseignant peut choisir ce qu'il veut. Si je travaille, par exemple, le texte narratif, je donne à mes élèves de faire un texte narratif et on va parler de différents thèmes, puis et ils vont créer leur propre liste. OK? Donc, on va faire une petite activité. Je vais vous montrer, je vais vous mettre le Jamboard. OK? Je vais vous montrer. Dans le chat, je vais vous inviter à aller, oui, le chat, allez dedans parce que vous allez écrire dedans. OK? Je vais vous faire travailler. Voilà. OK? Mais là, moi, je ne montrerai pas. Alors, dites-moi, oh, je vais changer pour que vous puissiez écrire. OK? Ça devrait être correct. OK. Donc, si vous pouvez l'ouvrir, dites-moi si vous avez accès pour écrire. Ça va ou qu'est-ce qui ne marche pas? Moi, mon Jamboard, il marche pas. Alors, je pourrais pas écrire et il y a un Ah, problème avec mon Jamboard. OK. Toi, ça fonctionne, Adèle? Toi, André, est-ce que ça fonctionne? Essaye un refresh, c'est ce que j'avais fait. Parce que ça Oui, disait parce que mode de lecture de seule. Puis là, lecteur, j'ai ouais. juste fait refresh puis ça marchait. Sinon, vous me le direz à l'oral, là, puis on va. OK. Donc, j'ai une image ici. Je pourrais, à la limite, montrer toute l'image à mes élèves. Par contre, souvent, les élèves vont devenir, pour certains, ça va être une surcharge de voir toute une image puis d'aller essayer de trouver des mots ou une description. Donc, ce que je vous propose ici, c'est une façon de faire. C'est que j'ai divisé l'image en quatre et on va se fier, on va prendre chaque partie. Et à partir de ces parties-là, on peut faire ça libre. OK? Là, nous autres, on va faire ça libre. Mais je pourrais demander, pour commencer, quand là, je parle des classes de mots, je pourrais demander à mes élèves, OK, on va commencer par sortir des noms. Après ça, on va travailler des adjectifs. Ensuite, des verbes. OK? Donc, pour chacune des sections, nos élèves auraient 4 listes de mots ou 4 listes d'idées. OK? Mais là, nous, on va y aller de façon aléatoire. Donc, cette première partie-là, puis vous pouvez, si vous voulez, soit écrire dans le Jamboard ou encore me le partager verbalement, ouvrez votre micro. Quels sont des mots, des idées que vous avez? Juste cette partie-là. Tu sais, ça me fait penser à un voyage que j'ai fait en Espagne du Sud, comme le sud de l'Espagne, puis le Maroc, parce que Mhm. beaucoup des portes ressemblaient à ça. Ah, C'était comme OK. Donc, orné, puis il y avait des détails comme gravés sur les portes. Ça me fait penser tout de suite à ça. on pourrait utiliser le mot orné, porte, détail. On a déjà pas mal de choses. Quoi d'autre qu'on pourrait. Moi, ça me Oui? fait penser à Alice au pays des merveilles parce qu'il y a comme une grosse porte, une petite porte, puis des oreilles de lapin. Ah, OK. C'est quoi Là, je pourrais demander à mes élèves qui sont plus jeunes, c'est quoi les indices qui te disent que c'est un lapin? Ses grandes oreilles blanches. Ah, OK. Vous voyez, donc, je suis en train de. Puis là, ben, Ah, ben, grandes oreilles blanches. Je pourrais l'écrire au tableau. Donc, ça le donne encore. Là, on a déjà 2 idées. Oh, ça peut être un voyage, ça peut être Alice au pays des merveilles. Là, on est en train de populer, puis on le fait ensemble. OK? Là, je vais aller rapidement. C'est sûr qu'on irait un petit peu plus lentement avec nos élèves, là, mais pour les besoins de la cause, on va aller plus rapidement. Alors là, si je vous mets l'autre partie,
est-ce qu'il y a d'autres mots qui viennent pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui viennent? Là, avec la troisième porte, on peut voir que c'est vraiment trois sortes différentes, peut-être trois places différentes. La nouvelle, peut-être c'est la porte dans un sous-marin ou peut-être dans une usine ou quelque chose de plus industriel, comparé à, il y en a une qui a l'air d'une porte dans un château, puis l'autre qui a l'air plus comme un palais, euh, je sais pas, Mhm. exotique. Alors, ouais. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres idées par rapport à ça? Qu'est-ce qui leur a fait penser ces trois? On imagine que ce sont trois portes. André, t'as de l'air pensive. Oui, que je sais pas. J'ai le syndrome de la page blanche OK. présentement. OK. Ben là, ça se peut. Mais tu vois, l'idée ici, c'est de vraiment discuter. Puis, je veux dire, ça peut aller dans toutes sortes de directions parce que une équipe, ensemble, peuvent parler. Parce que là, regarde, comme Adèle, toi, tu parlais de tes connaissances antérieures, de tes expériences. Ça me fait penser quand je suis allée en Espagne. Alors qu'un autre, ben, comme Marie-Josée, toi, tu as lu Alice au pays des merveilles. Ben, ça me fait penser à ça. Voyez-vous, là, nos repères sont peut-être pas pareils, puis c'est ça qui va faire, on va partir de la même image, mais quand on va arriver pour écrire, on va écrire des choses complètement différentes. OK? C'est ça qui est merveilleux. Donc ici, si j'ajoutais cette partie-là, est-ce qu'il y a quelque chose que... Ben, on peut juste décrire qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qu'on voit. Et là, Mais là, on passe à chevalier. Ah, Vas-y, ouais. toi, André. toi, tu penses Non, qu'un vas-y. chevalier? Puis il est indécis parce qu'il sait pas quelle porte prendre. Ah, c'est intéressant. Toi, tu es t'es déjà en train d'imaginer qu'est-ce qui se passe. Ah oui, moi, c'est psychologie au bout, là. OK. Parce que pour certains de nos élèves, ça pourrait être seulement la description de l'environnement. Puis c'est ça qui est intéressant parce qu'avec les cercles de partage, puis les cercles qu'on va voir, tu sais, ce dispositif-là, c'est qu'éventuellement, nos élèves vont se découvrir comme auteurs. Parce qu'il y a des auteurs qui ont des tendances à être plus poétiques, il y a des enfants qui ont tendance à être plus descriptifs. Donc, il y en a qui vont, tu sais, vraiment décrire ce qui se passe, alors qu'il y en a d'autres qui sont vraiment dans l'imaginaire, dans la psychologie du personnage, qu'est-ce qui se passe. Et là, ça devient intéressant aussi. Donc, nos élèves se découvrent comme auteurs. Alors ici, la dernière partie, qu'est-ce que ça pourrait être? Si on voit toute l'image, là. Mais là, on voit vraiment, c'est Marie-Josée qui avait dit le chevalier, parce qu'il est dans son armure. Moi, j'aime l'idée des trois portes, d'être indécis, mais peut-être que les trois portes mènent à trois places différentes, parce que les portes sont vraiment différentes. Hmm, ouais. Et on pourrait élaborer pour savoir on pourrait penser qu'est-ce qui pourrait se retrouver devant celle qui est ornée et qui est décorée comparativement à l'autre qui ressemble, toi, tu avais utilisé la terminologie, comme un sous-marin. Alors, on pourrait imaginer ça aussi. Donc, vous voyez, là, c'est juste un exemple à partir d'une image où on fait vraiment un remue-ménage d'idées. Puis, ce que une personne a dit, ça ne veut pas dire que moi, ça me convient, mais quand même, ça me donne une place pour partir. Donc, on va arriver puis on va y revenir à ça. OK? Donc, la production de texte, ici, on va parler dans cette partie-là, en 4, 5, 6, on ne parle pas vraiment des, euh, des étapes là, comme telles, comme la planification, mise en texte, révision, correction, publication. Ça a été fait ça devrait avoir été fait en troisième année. OK? Puis nos élèves, ben, de toute façon, on l'utilise aussi, là, même si on est en 5 sixième année puis qu'on arrive de l'ancien programme d'études, là, on l'a. OK? Donc, mais ici, oh, j'ai oublié de mettre ça, on va vraiment parler à partir de quatrième année, l'utilisation des organisateurs graphiques. OK? Donc, nos élèves doivent ordonner ces idées. Et on va parler d'ajouter des détails pour apporter des précisions. Ça, là, ajouter des détails, hier, quand on a parlé de syntaxe, ben, si je, vous vous souvenez, il y a une manipulation syntaxique qui s'appelle l'ajout.
Bien, ça peut être quelque chose qui peut me servir à faire ça. S'il y a une raison pour laquelle on enseigne les manipulations syntaxiques, c'est pour aider avec la compréhension de lecture, mais c'est aussi parce que quelle est l'intention du lecteur, quel est l'effet que l'auteur veut faire. Mais moi, comme auteur, quand je vais écrire, je vais me servir de ces manipulations syntaxiques-là aussi. Ce n'est pas juste des feuilles que je vais faire, là. Il y a une raison pour laquelle je fais ça. OK? Puis on va parler aussi, vérifier le respect de l'orthographe et des conventions grammaticales. Mais ça va vraiment avec l'idée organisatrice du vocabulaire, qui est une sous-rangée, le vocabulaire, de l'orthographe, qui est une sous-rangée, le vocabulaire, et la grammaire. OK? En troisième année, en cinquième année, là, vous vous souvenez, on avait vu les organisations de textes, produire des textes de divers genres dans l'organisation de la formulation des idées qui sont claires. Donc, il faut que je sache c'est quoi une organisation de texte, quelles sont les caractéristiques, par exemple, d'un texte narratif comparativement à un texte de type plus courant. Alors, je dois être capable de faire ça avant d'être capable de le produire. Mais vous voyez que je pourrais mettre ensemble, si je fais une unité, mettons, là, c'est sûr qu'on n'enseigne plus nécessairement en unité, mais je pourrais commencer à présenter des textes de type descriptif, par exemple en sciences ou informatif. Et là, je demande à mes élèves, ils en ont vu plusieurs, ils les ont analysés, ils comprennent la structure. Après, ils vont être capables de le produire. Okay? Parce que des fois, on met l'écriture à part, alors qu'il faut que ça fasse partie d'un continuum avec la lecture et l'oral aussi. Encore là, on va parler de paragraphes. Là, ça commence en quatrième année, mais en cinquième année aussi. Alors qu'en sixième année, on doit produire des textes divers genres dont les idées, l'organisation et le développement sont représentés clairement et de façon logique. Donc, si je suis capable d'utiliser des organisateurs graphiques, ça va m'aider, okay, à organiser ma pensée. Mais encore là, il faut que mes connaissances antérieures, il faut que je connaisse l'organisation de texte pour savoir de quelle façon les mettre. Voilà. Je veux porter une attention ici parce que quand on parle des connaissances en quatrième année, il y a vraiment une distinction entre la révision et la correction. Et la révision, là, je vais parler de la cohérence de mon texte, les idées. C'est pas souvent on va très rapidement à la correction, l'orthographe. Est-ce que c'est bien orthographié? Est-ce que c'est bien écrit? Mais des fois, la révision, c'est est-ce que mes idées se tiennent? Est-ce que je pourrais utiliser d'autres manipulations syntaxiques pour amener un certain effet? Donc, c'est comme découvrir son ton, son style. C'est super important. OK? Donc, on voit ici, est-ce que le choix des mots, mon vocabulaire, est-ce que je suis capable d'élaborer des idées, puis l'enchaînement des idées, est-ce que c'est cohérent? Puis, c'est comme ce que je trouve intéressant, mais on ne le fera pas aujourd'hui, mais dans le cercle d'auteur, le cercle de révision, je lis mon texte à mes pairs et j'ai de la rétroaction de mes pairs. Alors, c'est important parce que si je pense, moi, c'est clair dans ma tête, l'histoire que j'ai racontée, mais que mes amis dans mon groupe me disent ah non, puis là aussi, ce qu'il y a dans ce processus-là, c'est qu'on enseigne aux élèves à faire de la rétroaction d'une façon positive. Pas juste dire, j'aime pas ton histoire, mais encore là, il faut justifier puis donner des exemples. OK? Alors que la correction, c'est une fois que mon texte est cohérent, il se tient, là, je vais faire la correction du texte. OK? Et l'autre chose, en utilisant ce genre de dispositif-là, on garde des traces du changement. Donc, pour voir, parce que souvent, nos élèves, ils voient déjà, tout ce qu'ils voient, les livres qu'on leur présente, c'est des livres qui ont été peaufinés. Ils ne voient pas le processus, que l'auteur n'a pas écrit ça là, d'une shot, puis tout est parfait. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui se fait en amont pour en arriver au produit final. Donc, c'est important de le montrer à nos élèves, puis aussi, comme pour nous, comme enseignants, de corriger. Je n'ai pas besoin de tout corriger, là. Et je vais voir le processus. Dans le fond, je vois le processus. Est-ce que mes élèves ont été capables de
de prendre les rétroactions de leur père. Puis quand je vais arriver à la fin de le texte, il va se tenir plus parce qu'il va avoir eu beaucoup, beaucoup de travail. Ça va être, pour moi, comme enseignant, ça va être beaucoup plus facile à corriger. Puis je ne passerai pas mon temps à juste faire de la correction parce que des fois, le texte devient rouge parce que là, il y a plein d'accords ou quoi que ce soit qui n'ont pas été faits. Donc, c'est juste pour faire la distinction entre ces deux parties-là que des fois, on escamote. Encore là, quand on parle de dans les effets, on va parler, OK. L'autre aspect de la production de texte, on veut une présentation et promotion de la langue. Donc, on va parler de ces sentiments et quand que je présente des textes produits en français. On va être capable aussi de démontrer sa créativité et on va mettre en valeur la langue, les cultures et sa créativité dans la production et la présentation de texte. OK? Les effets ici. Dans la 4e année, on veut que nos élèves soient capables d'utiliser l'onomatopée. OK? L'onomatopée, c'est un bruit réel. Puis ça, là, il faut les enseigner aussi parce que sont pas pareils en français et en anglais. Un chien, il fait. Ah non, peut-être pas un chien. Un cochon, en anglais, il fait oink oink, puis en français, il fait. Hein? Pas la même chose. Alors, la même chose avec les canards, ils n'ont pas les mêmes. Faut leur enseigner parce que quand je vais écrire mon texte en français, je veux que mes élèves utilisent des onomatopées en français. L'autre chose qu'on a besoin, puis là, je les ai soulignés parce que c'est pour vous amener vers le cercle de planification, pas de planification, mais de partage et d'écriture. En 5e année, c'est utiliser l'allitération et l'onomatopée dans la production de texte. OK? L'allitération, c'est une figure de style. C'est utiliser, par exemple, une consonne qui se répète plusieurs fois pour faire un effet. OK? Et en 6e année, l'effet sur lequel je veux qu'on porte notre attention, c'est la personnification. Comme par exemple, dans l'image que je vous ai montrée, on pourrait personnifier le lapin avec des caractéristiques humaines. Ben, il y en a déjà sur l'image. Il est habillé en chevalier, il a une épée. Peut-être il va découvrir une princesse ou je ne sais pas. Donc, on l'a personnifié, on l'a humanisé. Et donc, c'est ça que nos élèves doivent faire en 6e année. L'autre chose qui est importante, il y a plusieurs choses qu'on doit voir en production de texte, c'est la recherche d'informations. Et là, discuter de ce qui permet de déterminer si une information est vraie ou fausse. Et ça va avec les compétences de pensée critique. Et donc, est-ce que nos élèves sont bombardés d'informations sur les réseaux sociaux? Comment je fais pour savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? OK? On peut utiliser, par exemple, la triangulation des informations. Donc, il faut que je m'assure que où est-ce que je prends mon information? Donc, je dois, en quelque part, aider mes élèves à comprendre ça. Et parce qu'on doit avoir plusieurs sources. Donc, la triangulation, c'est un peu ça. Et on veut aussi que nos élèves, là, les connaissances, ben là, la loi sur le droit d'auteur, c'est certain qu'on ne passera pas une semaine là-dessus, là, aller en détail, là, mais quand même qu'ils comprennent que tu ne peux pas prendre des choses qui ne t'appartiennent pas, que tu n'as pas créées, et le faire sien dans un texte. Par exemple, un texte de type informatif, tu dois citer, tu dois dire d'où ça vient. Donc, la même chose ici en 5e année, on va un petit peu plus loin, on va s'exercer à distinguer un fait d'une opinion. Okay? Ce n'est pas toujours évident pour nos élèves, puis des fois aussi pour certains adultes. C'est mon opinion, donc ça s'arrête là. Alors qu'un fait, ce n'est pas la même chose. Ça peut être corroboré, alors qu'une opinion, ben, je veux dire, je peux avoir une opinion, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est basé sur des faits. OK? Et en 6e année, encore là, on va un petit peu plus loin, on fait juste s'exercer, mais là, on distingue. Là, mon verbe, là, je vais un petit peu plus loin, je m'attends à ce que mon élève soit un petit peu plus indépendant
et de distinguer un fait d'une opinion. Et ce qui est intéressant ici, utiliser l'information de manière responsable. Moi, je pense que là-dedans, là, tu sais, quand on parlait des types de textes, là, ce serait intéressant d'aller voir les textes numériques. Qu'est-ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on retrouve sur l'Internet? Parce qu'il faut les amener à penser que c'est pas tout parce que c'est sur l'Internet que c'est tout vrai. OK? Donc, je trouve que ça, c'est bien d'amener nos élèves à le faire, puis pas juste en sixième année, on devrait le faire à tous les niveaux, mais ouais, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je sais, j'ai 3 ados, je le sais. Alors, ouais. Et finalement, le dernier aspect de la production de texte, c'est seulement en quatrième année, c'est la calligraphie et clavigraphie. J'ai appris ce nouveau mot-là. Je ne savais pas que ça existait, la clavigraphie, mais c'est la capacité à écrire avec un clavier d'ordinateur. En quatrième année, on devrait être capable d'écrire des lettres cursives, lisibles, avec fluidité. OK? Et moi, je retournerais même avant, parce que dans les années avant, dans le programme d'études, il y a une partie aussi sur l'écriture, la formation de lettres. Si mon élève, ça lui prend énormément d'énergie et de ressources pour former des lettres, comment il va faire pour écrire un texte? OK? Ça, là, ça va être une grosse barrière. On voit de plus en plus des élèves qui arrivent qui n'ont pas une bonne préhension, c'est-à-dire que leurs mains ne sont pas très fortes et la formation des lettres n'est pas très. C'est des choses qui auraient dû être travaillées, là, maternelle, première, deuxième année surtout. C'est certain qu'on va toujours avoir des élèves qui vont peut-être avoir des difficultés, là. Je pense à la dyspraxie ou quoi que ce soit, mais de façon générale, ce que j'ai remarqué aussi les dernières années que j'enseignais la maternelle, la majorité des élèves arrivaient et écrivaient les lettres de bas en haut au lieu de haut en bas. Et ma théorie là-dessus, ce sont les écrans tactiles parce que tout est comme ça. Alors, il y a ça aussi. Donc, il faut s'assurer. Donc, faites-les travailler l'écriture cursive. Hein. C'est important aussi de le faire parce que là, ça fait partie du programme d'études, mais peut-être que quand on va faire notre production de texte en quatrième année, on va s'assurer qu'ils vont l'écrire de façon lisible, mon texte, pour pouvoir le publier. OK? Et aussi, employer des stratégies d'utilisation du clavier, là, l'ordinateur. Souvent, on prend pour acquis que nos élèves savent comment taper, mais non, parce que souvent, ils l'ont fait rapidement, mais ils sont encore peut-être au doigt. Donc, c'est une autre chose à faire. Donc, ici, je vous donne juste une activité comme si on reprenait l'activité du départ avec mon image. Donc, à partir des mots qu'on a fait ressortir ou des idées, on pourrait écrire un court paragraphe et là, je spécifie l'intention que je veux que mes élèves le fassent. Alors, j'ai pris du programme d'études, quatrième année. On va utiliser des onomatopées. Je veux que tu m'utilises une ou non, une onomatopée. Oui. Une onomatopée ou plusieurs. Alors qu'en cinquième année, ben, j'aimerais voir 2 choses, l'onomatopée et l'allitération, et en sixième année, la personnification. Donc, je peux donner une intention d'écriture. Voyez-vous, je n'ai pas tout fait, là. J'ai choisi une chose. OK? Ça peut être ma mini-leçon. Je vous ai mis ici une liste il y a plein d'onomatopées en français. Donc, des fois, ça peut donner des idées, tu sais, comme une abeille, qu'est-ce que ça fait? Bzz, buzz. Alors, vous avez des cris de douleur. Aïe, oui, ah, oui. Donc, des choses comme ça que vous pouvez donner à vos élèves pour qu'ils puissent savoir, parce que peut-être qu'ils ne savent pas, là, c'est quoi en français, toutes les onomatopées, mais voyez-vous, là, vous avez une liste quand même assez importante de différentes onomatopées. Hey, je pourrais faire une activité, je viens de penser à ça, là, juste comme ça. J'en mettrais plusieurs dans un sac, puis je les ferais piger, puis je leur demanderais d'écrire des phrases en utilisant ça. Juste pour. Puis après ça, on partage ensemble des phrases qu'on a créées, puis, tu sais, parce que nos élèves veulent partager aussi ce qu'ils ont écrit. Donc, puis on n'a pas besoin d'écrire des textes, là, qui sont de 10 pages, là. Alors, donc, après,
une fois que je leur donne leur intention, je vais demander à mes élèves d'écrire leur petit texte, OK? Et de pratiquer à relire son texte dans sa tête pour en pratiquer sa lecture. Parce que là, je vais le présenter, ce que j'ai écrit. Ça n'a pas besoin d'être parfait. J'ai fait l'exercice durant le camp littéraire et je vous dirais que c'est, on se sent très humble quand on doit présenter, surtout nous comme adultes. Les enfants, probablement quatrième année, sont encore contents de le faire. Cinq, sixième année sont plus conscients de soi. Donc, il faut s'assurer que vraiment, mais on ne veut pas se juger. Je ne me juge pas, je présente mon texte et on ne s'explique pas non plus. OK? Donc, chaque personne va lire à voix haute, à tour de rôle. Les autres personnes, tout ce qu'ils font, c'est un commentaire positif. J'ai beaucoup aimé telle chose. On ne fait pas là, c'est vraiment pour partager. Juste le fait de relire mon texte, de le partager, là, je fais déjà de l'autocorrection. Parce que je me dis, oh, ça fait pas d'allure, j'aurais dû mettre ça. Donc là, il y a des choses qui vont se placer d'elles-mêmes. OK? Et on pratique aussi ma fluidité de lecture en lisant mon texte. Je n'ai pas besoin d'aller chercher nécessairement des livres de GB+. Je peux utiliser n'importe quelle chose. Puis si ça vient de moi, ben, c'est encore mieux. OK? Donc, quand je donne de la rétroaction, vous vous souvenez? Ah, c'était dans quelle partie du programme d'études qu'on faisait la réaction? Oh, est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Est-ce que c'est en lecture? On parle à propos Oui, des oui, réactions émotionnelles. Oui. exactement. Lien avec la compréhension de texte sous rangée. Voyez-vous, je fais cette activité-là, ça va me chercher quelque chose là. Alors, on parle de soi. Ça m'a fait rire, ça m'a surpris, ça m'a fait penser tu l'avais dit de toute façon tantôt, Adèle, ça m'a fait penser à quand j'étais en Espagne, ça me fait penser à tel livre, à tel auteur. OK, donc, on leur enseigne, on peut leur donner sur un tableau d'ancrage avec certains débuts de phrases pour les aider au début. Le plus qu'on fait ça, nos élèves, le plus ils vont maîtriser ce vocabulaire-là. Une autre chose, commentaire de l'ordre, l'appréciation. Alors, on parle des parties ici, du début, de la fin, des passages, des personnages, des dialogues, des idées. Ça, c'est quelle idée organisatrice quand on parle des textes? On parle de la structure, on parle des caractéristiques. C'est de quelle idée organisatrice? Là, je veux. Ça, c'est la structure des textes au début du programme. Oui. Oui, c'est ça, l'organisation de texte. Mm. Alors voilà. Voyez-vous, c'est pour ça que je trouve que ce programme-là, ce dispositif-là, je trouve qu'il touche à tout. Alors là, encore là, ça vient, c'est authentique, ça vient de mes collègues. Je suis capable de faire une appréciation, par exemple. Hey, tu sais, là, quand on va arriver dans les cercles de révision, là, mais il te manquait un début. Il manque un élément accrocheur ou quoi que ce soit. Donc, et voyez-vous ici, on parle aussi d'allitération quand on parlait des effets en production écrite. Bon, j'aurais pu mettre aussi production écrite là-dedans. Commentaire sur la façon dont la personne a lu. Donc, on parle de fluidité et la communication orale. Parce que, vous vous souvenez, on avait vu qu'il y a deux types de production orale spontanée et production orale préparée. Alors, c'est un peu plus au niveau préparé, même là, si je n'ai pas passé énormément de temps tu sais, des heures et des heures à lire mon texte que je viens d'écrire, mais quand même, plus que je le fais, plus que je vais me sentir à l'aise de le faire, puis plus que je vais euh, développer mes habiletés pour le faire. Donc, nos élèves, s'ils veulent avoir, je sais pas, des effets aussi, pas seulement en écriture, mais à l'oral, puis ça va aussi avec comment, voyons, des paratextes, comment je vais utiliser mes paratextes aussi, parce qu'ils vont l'écrire. Si je veux faire un gros bruit fort, ben, je vais l'écrire plus gros, puis quand je vais le lire, je vais m'assurer de dire boum pour que mon audience, mon public puisse réagir à ça. OK? Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup ce dispositif-là. Je trouve que ça touche à beaucoup de choses. Je vous ai mis des exemples, c'est pas moi qui les ai créés, là.
allée avec mon ami ChatGTP qui m'a créé des exemples juste pour vous montrer. J'avais mis on peut utiliser maintenant le mot prompt en français. Alors, oui, ça vient d'embarquer dans le petit Robert. L'Académie française l'a accepté. Alors, maintenant, par exemple, moi, ce que j'avais mis comme, me semble que c'était un lapin qui était dans un château et qui fait j'avais demandé de mettre des onomatopées. Alors, là, il était un petit peu plus avancé qu'un élève de quatrième année, là, on s'entend, là, même si j'avais demandé quatrième année, mais dans la forêt, Flocon, un lapin, tient une épée en bois et veut entrer dans un grand château. Ses pattes font tap, tap, tap sur le sol. Les portes du château font crac. Flocon avance, tap, tap, tap avec son épée. OK? Cool. Alors que là, je veux mettre des allitérations en cinquième année. Là, c'est dans la forêt féerique, Félix le lapin, voyez-vous? Hein, j'ai fait mon allitération. Et son épée étincelante fend l'air avec un swoosh plein de bravoure, bondissant vers le château caché. Ses pas pressent le sol, pat, 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 dans un rythme rapide et résolu. Le château sombre et mystérieux émet un craintif alors que ses portes grincent, défiant Félix de franchir leur seuil. Mais le lapin intrépide ne recule pas. Son cœur bat à un rythme déterminé, boum, 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 prêt à défier tous les dangers pour sauver la princesse captive. OK? À partir de l'image. J'ai juste fait ça. OK? C'est pas moi là, qui écris, j'écris pas aussi bien que ça, là. Mais vous pouvez utiliser, ça pour dire que vous pouvez utiliser des fois pour donner des exemples. Allez vous chercher, on n'a pas tout le temps, là, comme tu disais tantôt, André, des fois on a le syndrome de la page blanche, on est fatigué à la fin de la journée. ChatGTP, Brisk, il y a plein d'outils qui peuvent vous aider. Ce que je fais souvent, c'est que je vais aller chercher directement dans le programme d'études puis je vais mettre soit l'idée organisatrice ou encore certaines habiletés, procédures, puis je lui dis, écris-moi un texte, et après, tu peux lui demander de simplifier. OK? Donc, vous pouvez partir de ça. Puis à partir de ça, je pourrais aller travailler mon vocabulaire. Là, c'est sûr que les mots sont fancy, là, mais je pourrais y aller vraiment là, de base, puis demander à mes élèves, OK, là, comment on pourrait enrichir ce texte-là? On le fait ensemble. Puis puis on pourrait demander à nos élèves, on le fait ensemble, on modélise, puis après, on pourrait utiliser encore comme notre cercle d'auteurs, de les envoyer en petits groupes, puis qu'eux réécrivent, chacun dans leur petit groupe, comment ils vont réécrire ce texte-là. Puis ça va être fascinant de voir que ça va être différent. Même si on est parti de la même place, ça va être différent. Voilà. Alors, pour en arriver au vocabulaire, je veux vous montrer un petit vidéo. Peut-être que vous l'avez déjà vu. L'orthographe, c'est difficile, c'est compliqué. Alors, je vais partager attendez une minute, je vais m'assurer que j'ai partagé le son. Voilà. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais... Je sais jamais comment l'écrire. C'est compliqué, le français. Ben non, c'est pas compliqué. C'est quoi ton mot? Foi, ça prend-tu un E? Ça dépend. C'est-tu la foi ou le foi? La foi. Ah ben oui, si c'est féminin, ça prend un E. Non. Si c'est la foi, ça prend pas de E. Mais c'est quand que ça prend un E, d'abord? Quand c'est masculin, quand c'est le foi. Regarde, montre-moi ça, là. Non, mais toi, c'est la foi avec un S. Non, le S, c'est au pluriel. Oui, mais non, mais là, ça, c'est comme il était une fois. Donc, un S. Comme l'émission que tu regardes, La Voix, c'est La Voix X. C'est comme ça. Mais le X, c'est parce qu'il y a plusieurs chanteurs. Oui, mais non, on dit La Voix X. Mais pourquoi c'est pas un E d'abord? Parce que la voie E, c'est comme le chemin. C'est pas compliqué. Oui, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Écoute, moi, j'ai des trucs. La foi, là, croire, là, c'est souvent vide. C'est souvent pas vrai, donc il n'y a rien après. Tandis que la foi, comme une fois S, comme le fois E féminin, l'autre, c'est pluriel. C'est le contraire. Comme la voie X, sauf la voie E, le chemin. That's it, là. C'est vrai que c'est pas compliqué, le français. Alors, c'est juste pour vous mettre en... Hein, c'est quand même assez compliqué des fois.
On parle, là, c'est ça, on parlait de nos homophones et puis qui ne suivent pas nécessairement les règles orthographiques. Donc, ça vient complexe. Alors, ici, oups, je vais, OK. Donc, dans mon vocabulaire, on l'avait vu précédemment, on a deux sous-rangées, sens et formation des mots, mais aujourd'hui, on va vraiment mettre l'emphase sur l'orthographe en écriture. Alors, en orthographe, on a orthographié correctement. Là, j'ai juste ressorti une habilité et une procédure. Bien, si on regarde, là, on avait vu hier là, le résultat d'apprentissage, là, que les élèves utilisent leur connaissance de la formation des mots pour en déduire le sens et les orthographier correctement. Donc, orthographier correctement des mots en appliquant les règles de l'orthographe. OK? Donc, ici, on a certaines de nos règles qu'on doit enseigner. Ils vont se retrouver dans vos connaissances. Okay? Parce que je n'enseigne pas toutes les règles, alors qu'en quatrième année, ben là, le T est généralement utilisé devant des lettres ion, tu sais, le sion, attention. Donc, ça, c'est quatrième année. Et lorsqu'un mot commence par une voyelle, la consonne qui suit est généralement doublée. Okay? Donc, par exemple, comme un mot qui commence par une voyelle, je sais pas, comme année. Bon, je viens de passer année. Année. Alors, j'ai A et ma voyelle qui est suivie. Ça, là, OK, là, je retourne. Vos élèves devraient savoir la différence entre une voyelle et une consonne. Et je ne parle pas juste des lettres, je parle des sons. Combien y a-t-il de sons voyelles en français? Je pose une colle, hein? On est tout en train de calculer. OK. À peu près, là. Donnez-moi une estimation, là. Entre 18. 15 et 20. Non, je sais pas. OK. Les Il y gars. en a 16. Mm. Il y en a 16. OK? Ben, je suis contente que vous n'avez pas dit 5 ou 6 parce que ce sont des lettres voyelles et les sons voyelles, c'est différent. Ça a plus à voir avec au niveau de la restriction de l'air, là. Mais c'est important que nos élèves connaissent ça parce que ça va avoir un impact sur leur apprentissage des règles orthographiques. Pourquoi je fais le son Z, la lettre S fait le son Z dans un mot? C'est parce que la lettre S est située entre deux voyelles, comme raisin. Ça. OK? Donc, nos élèves, ben, premièrement, si j'ai aucune idée c'est quoi une voyelle, puis entre, c'est un autre aussi, là, ça c'est plus mathématique, mais si je n'ai pas ces connaissances-là, ça va être difficile d'apprendre les concepts orthographiques. Là, quand on arrive avec le doublé, oui. Pour les concepts orthographiques, par contre, est-ce qu'on parle plus des lettres voyelles là et pas des sons voyelles? Je pense à comme inséparable, ça prend pas deux S. Oui. Malgré le fait que le son in est techniquement un son de voyelle, même si. Il est un son voyelle, mais c'est un digraphe, il est écrit avec deux lettres. Oui, alors IN. parce que le N est une consonne, ça prend pas deux S. Exactement. OK. Oui. Oui. C'est pas juste le son, c'est aussi sa graphie. OK? C'est la graphie qui va déterminer la façon qu'on va le dire. Tu sais, comme ton insecte, là, tu sais, ouais, parce que tu as une consonne. OK? Souvent, il y a des élèves, là, dans deuxième année, là, quand ils apprennent le son en, là, ils ont de la misère à lire le mot banane parce qu'ils ne savent pas où séparer les syllabes parce qu'ils vont mettre le en ensemble. Puis ça, c'est une autre chose qu'il faut leur enseigner parce que mon N, ma consonne, il faut qu'elle suive la lettre. S'il y a une voyelle qui la suit, elle se rattache à ça. La même chose avec les lettres muettes. OK? Il y a une raison pourquoi elles sont là. Puis là, quand on parle de morphologie, on parle d'étymologie, mais il faut leur expliquer ça. OK? Euh, donc ici, la même chose, en cinquième année, on s'attend à ce que nos élèves orthographient correctement des mots en faisant appel à ces connaissances de l'orthographe. Là, ici, regarde, on le voit, là, ça va avec la morphologie. On l'a vu dans le vocabulaire, là, le sens des mots.
Est-ce qu'ils connaissent les préfixes, les suffixes, les racines de mots? Ça va les aider aussi dans les verbes. Et en sixième année, ben, orthographier correctement des mots en faisant appel à ses connaissances de l'orthographe. Il n'y a pas grande différence, là, mais on s'attend qu'ils connaissent plus de règles orthographiques. Et on parle aussi même des abréviations au niveau euh, de la sixième année. Puis on va parler aussi des mots composés, qui fait partie aussi dans le sens au niveau de la, euh, l'autre sous-rangée en vocabulaire. OK? Donc, par exemple, on pourrait reprendre, comme l'exemple que je vous ai dit tantôt, on pourrait reprendre un des textes que nos élèves ont écrit, le mettre au tableau, puis travailler, parce que si j'ai une règle orthographique que je veux travailler en particulier, mettons que je veux utiliser la lettre, j'ai enseigné le concept de la lettre T, j'utilise le T au lieu de S pour faire Sion, puis que j'ai un élève qui a ça dans son texte, ben peut-être que je lui demande la permission, puis à partir de ce texte-là, on le met au tableau, on en discute. Un peu comme le principe des causeries mathématiques, mais on le fait à partir de l'orthographe ou de la grammaire. C'est la même chose. OK? Donc, des ateliers en orthographe, ben, ce qu'on doit avoir, nos élèves, est-ce qu'ils ont bien maîtrisé tout ça rendu en 4, 5, 6e année? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que leurs graphèmes phonèmes sont automatiques? On le sait que nos élèves qui ont de la difficulté, c'est pas automatique. OK? Il faut réviser. Est-ce qu'ils savent c'est quoi la différence entre des syllabes, des mots? Est-ce qu'ils savent comment, comme je vous disais, le mot banane, est-ce qu'ils savent comment découper un mot comme ça? OK? Est-ce qu'ils sont encore, tu sais, Il y a des élèves qui sont encore dans les mots globaux. OK. Il n'y a rien de mal au début quand on apprend. Il y a des mots en première année, tu vas apprendre des mots dans, tu vas apprendre certains mots comme ça parce qu'on les utilise souvent. Mais éventuellement, on va être capable de les décoder parce qu'on va comprendre le système orthographique. Mais est-ce que mon élève, souvent ce qu'on voit rendu en 4e année, mon élève qui ne se fie qu'à sa mémoire, là, il y a de la misère. Parce que là, les mots sont multisyllabiques, le vocabulaire est plus soutenu. Alors là, ça devient difficile pour la compréhension. OK? Donc, il n'y a rien qui vous empêche de faire quelques révisions au début de l'année à ce niveau-là. Au niveau ici, ces trois choses-là, je dirais que c'est vraiment plus là, ce qu'on devrait travailler au niveau de la 4, 5, 6e année. Les règles plus orthographiques et morphographiques, OK? Parce qu'on ne peut pas se fier seulement à la correspondance graphème-phonème. C'est un petit pourcentage des mots qui s'écrivent comme ils se disent. Alors, il faut trouver d'autres façons d'apprendre notre vocabulaire puis voir les régularités. Voyez-vous le beau lien avec les mathématiques parce qu'on fait des régularités. Il y en a des régularités dans la langue aussi. Donc, on peut faire les deux. Ensuite, la lecture de paragraphes ou de textes. Donc, évidemment, tu sais, comme utiliser la lecture jeunesse, comme je vous ai montré, utiliser des textes pour le faire, écrire des phrases. Vous pouvez avoir des phrases, la phrase du jour. Vos élèves vont l'écrire, puis vous dites. Puis c'est pas une dictée au sens où je vais mettre ça sur 10, là. Je donne une dictée, les élèves l'écrivent. Après ça, je peux les mettre peut-être en petits groupes et ils négocient. Ah, pourquoi tu l'écris comme ça, toi? Moi, je l'écris comme ça parce que si nos élèves, ils font que recopier, ça ne restera pas. Mais s'ils expliquent puis qu'ils apprennent de quelqu'un d'autre, j'ai mis le ON, le on, ON au lieu de c'était ombre, j'aurais dû faire OM parce que c'est suivi d'un B. Vous voyez? Donc, c'est juste pour rappeler ces choses-là. Donc, c'est important de leur offrir des activités comme ça. On le sait que l'écriture, c'est complexe et notre langue française est semi-opaque, donc il n'y a pas toujours des régularités. Puis en plus, l'anglais est l'autre langue qui est très opaque, qui est encore plus que le français. Alors, vos élèves en Alberta sont chanceux, ils travaillent avec deux langues opaques. Alors, c'est difficile. OK? Donc, il faut garder ça en tête. C'est pas comme si je dois travailler. Par exemple, si on compare nos élèves les écoles en Finlande, là, pourquoi c'est si facile que ça, eux autres qui sont meilleurs que nous autres, là? Ben, une partie, là, c'est que leur langue est tellement plus
elle est moins opaque que la nôtre. Donc, eux, ils commencent déjà à partir de troisième année, troisième année, à écrire des textes. Nous, on est encore en train d'apprendre à l'orthographe puis la grammaire, tout ça, alors que le finnois s'écrit comme il se parle. Donc, il y a une grosse partie là-dessus. Donc, il faut commencer tôt puis de façon fréquente dans l'enseignement. Donc, toutes les opportunités qu'on a pour enseigner les régularités orthographiques, on les voit, puis on aide nos élèves aussi à les observer. Vos élèves vont faire des erreurs. Donc, quand là, vous faites la production de texte, là, puis que vous avez des copies, puis que vous voyez, là, même si elle n'est pas terminée, mais si vous voyez là, une règle, une erreur orthographique qui revient très, très fréquemment, peut-être ce serait votre petit indice pour dire, OK, je vais faire une mini-leçon. Là, ça n'a pas été bien compris. On va retourner là-dessus. On va faire une mini-leçon là-dessus. OK? Puis ça peut être soit dans la phrase du jour, ça peut être dans différents dispositifs qu'on peut utiliser. Je vous ai mis le lien avec Passe-temps. Il y a un bon petit un article qui parle vraiment comment planifier l'enseignement de l'orthographe lexicale à partir des écrits des élèves. OK? Et évidemment, il faut travailler la morphologie parce que c'est ça qui va nous aider aussi. Dérivationnel, qui n'est pas comme flexionnel, qui est différente. Dérivationnel, c'est mon mot avec, par exemple, je ne sais pas moi, hydrophage. Ben là, j'ai mon préfixe et j'ai mon suffixe, mais c'est pas comme le verbe, là. Je vous ai mis ici, c'est quand même assez vieux, mais je trouvais que c'était intéressant quand on parlait des conventions orthographiques, d'où ça vient. Ça reflète l'histoire de la langue. OK? Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut enseigner. C'est quand on parle là, de fierté là, de la langue, bien, on peut parler de l'histoire de la langue, d'où ça vient, pourquoi ça a changé. D'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir que je veux lire. C'était l'anglais, c'est du français mal prononcé. Parce que l'anglais est très, ben, elle a nourri l'anglais. Alors que nous, on pense que notre langue, ben, des fois, qu'elle est moins importante que l'anglais. Ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, je vais vous montrer ici un petit tableau des origines des morphèmes. Juste puis vous allez avoir accès à ça. Ça vient les classiques là, du latin ou du grec. Tous les mots qui commencent par le K en français, c'est souvent des emprunts du grec. OK? En français, on n'utilise pas le K beaucoup, comparativement à l'anglais. Et la même chose avec les mots qui sont ben, les émis, les anti, archi. Tout ça là, va vous aider aussi, pas seulement en français, va vous aider en sciences. Parce que là, le vocabulaire en sciences, il est quelque chose. Alors, ça va, si vos élèves peuvent vous aider avec ça. Oups, j'ai quelqu'un dans... Oh, en maths aussi, ben oui, évidemment. Donc, ça fait tout ça. Donc, il y a une raison pour laquelle on enseigne ça à nos élèves. OK? La même chose avec, savez-vous, la lettre W, les mots avec la lettre qui commence avec la lettre W. Aucun mot qui commence avec la lettre W sont des mots d'origine française. Ce sont tous des emprunts. Donc, on enseigne ça aussi. W, le son WA. Comment on l'écrit en français? Avec un digraphe. OI. Okay? Souvent, avec les jeunes élèves, on va voir qu'ils vont écrire avec un W des fois, là, le WA. Alors que non, en français, on utilise wapiti, wigwam. Pensez-y, là. Ce sont tous des mots qui sont empruntés de d'autres langues. Wagon, ça vient de l'allemand. Il n'y en a aucun qui vient du français. Donc, c'est important de connaître une partie de l'étymologie. Et l'autre chose sur laquelle j'aimerais apporter votre attention, c'est qu'il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années. On sait que les élèves sont meilleurs en compréhension de lecture qu'en orthographe. OK? Quand je vous disais l'autre jour que les élèves peuvent être capables de lire des mots, mais les écrire convenablement, ça va être un petit peu plus difficile. Et l'écart augmente au cours de la scolarité. Je dirais là, qu'à partir de quatrième année, à partir de première année, on commence à voir l'écart, mais quatrième année, là, là, on a de plus en plus d'écart dans nos classes. OK? Donc, ici, ça nous dit que on ne peut pas s'attendre à ce que nos élèves vont apprendre ça de façon implicite, juste en lisant. Oui, il y en a. OK? Il y en a certains de nos élèves qui vont être capables de le faire. Moi, je fais partie de ceux-là, j'ai été chanceuse.
Mais pour la plupart, ça doit être enseigné de façon très explicite. Hmm. Hop. OK. Donc, je vous ai mis plein de ressources pour travailler les règles orthographiques. OK? Ben, l'orthographe, donc il y a des règles orthographiques ici qui existent, qui sont très simples, celles qui sont les plus fréquentes, là. Vous allez avoir accès à ça. Je veux vous montrer école. Je sais qu'il y en a qui l'ont vu si vous avez été avec Pascal, mais je veux juste vous montrer, c'est appli logique, école. J'ai fait ici une recherche, par exemple, avec, voyez où ma recherche? OK, oui. Alors, mes critères que j'ai cherché un mot qui soit très fréquent. Là, je voulais qu'il soit plus grand que 80 et je voulais qu'il se termine avec le, le phonème O. Et regardez, regardez, c'est qu'est-ce qui se passe quand mon phonème O termine un mot. Comment il s'écrit de façon générale? Juste ça. Hmm? Quel trigraphe que j'utilise surtout en fin de mot? C'est E-A-U. EA. Exact. Ça s'enseigne, ça. OK? Mes élèves, au lieu qu'ils devinent, je leur donne la règle. Fait que les chances qu'ils se trompent, parce que oui, peut-être qu'il radio, il ne s'écrit pas pareil, mais les chances, là, je suis plus que 80 des chances, ben, j'ai seulement 19 des chances de me tromper. OK? Fait que, tu sais, il y en a. Donc, vous avez toute une liste comme ça. Donc, ça, c'est un outil qui peut vous aider des fois à trouver des régularités orthographiques pour vos élèves. Même chose, le E. Il n'y a aucun mot en français qui commence avec le son E. OK? Il n'y en a pas. C'est E ou est ou en. OK? Jamais E. Jamais le son E. Et quand vous voyez dans les classes là, du premier cycle du primaire, là, avec la lettre E, qu'est-ce qu'on voit? Éléphant, escargot. Non. OK? C'est pas la même chose. Donc, mon élève sait tout de suite que si c'est E, il va être soit suivi d'un S ou il va avoir un accent dessus quand le mot commence. Donc, j'y enlève une surcharge cognitive parce que j'y ai enseigné le pourquoi. OK? Donc, je vous ai mis aussi des dominances orthographiques parce qu'on veut les enseigner. Je n'irai pas à travers tout. Ici, je trouvais ça intéressant. C'est plus pour les enseignants, mais des fois, c'est quand nous aussi, on veut réviser c'est français, mais ils ont des beaux podcasts, balados, qu'on devrait dire, et qui parlent un peu de différents sujets pour nous, là, pour faire réviser un peu l'orthographe, là. Parce que des fois, il y a des mots qu'on devient un petit peu mêlé, là, puis c'est normal. OK? Puis aussi, l'autre chose, vos élèves, quand ils vont être confrontés à l'anglais, à l'école, là, je ne sais pas, vous autres, c'est à quel niveau qu'ils commencent à apprendre à avoir des cours d'anglais? Est-ce que c'est en première année, deuxième? Deuxième ou troisième? À partir de ce moment-là, on voit on va voir une augmentation d'erreurs orthographiques qui est totalement normale parce que là, on a un bassin beaucoup plus grand. Moi, j'ai encore de la misère avec carotte et carrot. Parce qu'il y en a un qui est avec deux R, deux T. Je veux dire, il y a des mots qui se ressemblent, adresse, address, la même chose. Donc, c'est normal, on va voir. Donc, inquiétez-vous pas trop, c'est normal. OK? Donc, et je vous ai mis ça. L'autre chose, ah oui, ça vient de Éducation Finaux. C'est un pré-test, post-test. Si vous voulez, c'est vraiment bien fait pour voir où en sont rendus nos élèves en connaissances orthographiques. Et peut-être où sont les trous qu'on doit ou travailler avec certains élèves pour combler les écarts. Donc, ici, je vous parle aussi, je vous ai parlé un peu de la phrase du jour, dictée zéro faute. Donc, ce sont des dictées qu'on appelle métacognitives, c'est-à-dire qu'on veut que notre élève soit capable de penser et de dire comment il pense. On veut vraiment que nos élèves soient capables de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, mais aussi d'expliquer
les règles. OK? Pas juste, moi, je les ai appris par cœur, mais de les comprendre vraiment. Donc, je vous ai dit la dictée zéro faute, la phrase du jour, la négociation graphique. La structure, c'est pas mal toujours la même. On présente une phrase, un court texte. Encore là, je peux prendre un texte de mes élèves, je peux prendre que mes élèves ont produit, je peux prendre un texte que je lis à mes élèves. Et les élèves l'écrivent au meilleur de leur connaissance. Donc, moi, je vais leur dicter et peut-être sur un petit tableau blanc. Puis en petite équipe, les élèves travaillent sur leurs hypothèses et ensuite, on fait un retour en grand groupe et une discussion. Et ensuite, la norme est présentée par l'enseignant. OK? Parce qu'on ne les laisse pas comme ça, là. Faut qu'ils voient la bonne manière d'écrire ça. Et ce qu'on a remarqué en faisant ça, c'est qu'il y a un transfert qui se fait dans la production de texte. OK? Ils vont être capables d'être plus indépendants quand ils vont arriver pour écrire eux-mêmes leur texte. L'orthographe, la grammaire va être beaucoup plus bien écrite parce que là, je parle là, des choses qu'ils ont appris parce qu'ils l'ont fait là, de façon en utilisant la métacognition. Je ne vous mettrai pas à. J'ai juste un petit vidéo ici, on ne le regardera pas parce que je regarde l'heure, là, ça marchera. Mais c'est un exemple en France qui a été utilisé où on a demandé à nos élèves de le faire, puis comment c'est fait. Puis vous allez voir, si vous prenez le temps de le regarder, ça fait du bruit. OK? Nos élèves font du bruit, c'est pas silencieux parce que là, on négocie, on parle, mais après, je veux dire, ça fait des classes beaucoup plus engageantes, puis il y a des beaux débats qui se passent là-dedans. Donc, je vous suggère de le regarder quand vous aurez 1 minute dans votre temps libre. Je sais que vous en avez beaucoup, là. Oups. Et ça vient du même site, là, institutrice.com, là, que je vous avais partagé hier. OK, rapidement, la grammaire, je veux juste vous montrer ici, ça vient d'un nouveau livre, là, les ateliers de négociation pour enseigner et apprendre l'orthographe grammaticale. La grammaire traditionnelle, comment moi je l'ai appris, tu me donnes une règle, je la pratique sur mon petit papier, je la régurgite à l'examen. Merci, bonsoir, c'est fini. OK? Là, ce qu'on veut, la grammaire pédagogique actuelle, on veut vraiment que nos élèves raisonnent, qu'ils comprennent, qu'ils réfléchissent et qu'ils négocient. On veut qu'ils aillent plus loin. Ce n'est pas juste un apprentissage de surface, on va plus loin. OK? Donc, voilà. On va aller rapidement vers les trois autres. La syntaxe, on l'avait vu hier. On va parler de la ponctuation. OK, ici, reconnaître, je vais juste montrer la virgule. En 4e année, on doit reconnaître le rôle de la virgule dans une phrase contenant une énumération. OK? Donc, c'est très spécifique, c'est l'énumération. On énumère. Quand on arrive en 5e année, là, c'est dans les connaissances, là, par exemple, mais là, c'est plus pour séparer des constituants de la phrase. Donc, ici, ça veut dire que c'est ma manipulation syntaxique qui va être en lien avec ça. OK? Donc, mes élèves doivent connaître c'est quoi les parties de la phrase. Donc, on voit vraiment là, que ça va avec la sous-rangée de syntaxe. OK? En 6e année, on va comparer le rôle des signes de ponctuation et des signes typographiques dans les communications orales et écrites. OK? Donc, je vous mets une petite scénette avec 10 mots ici où on pourrait demander à nos élèves, c'est une petite pièce de théâtre, là, c'est très simple, tu as 9 mots, mais juste la façon dont je vais le dire, ça va changer le sens ou ça va changer le ton. Alors, il y a une raison pour laquelle on met la ponctuation. Pas juste pour dire qu'on a fini une phrase, parce qu'il y a une intention derrière ça. Donc, c'est pour montrer qu'il y a un lien entre l'oral et l'écrit. Okay? Donc, c'est une idée d'activité. Donc, je vous ai mis aussi une petite ressource ici, un cahier d'exercice. C'est plus un cahier d'exercice quand même traditionnel, mais il y a une place pour ça aussi, là. Puis de construction de phrases, puis c'est super bien fait. Alors, vous aurez accès à ça. J'avais oublié, une classe de mots. Alors, il a été comme divisé, je dirais, en 4. On a le type de mots. Alors ici, on le sait qu'en 4e année, on va voir repérer le déterminant, le nom, le verbe, l'adjectif, le pronom personnel dans les phrases.
OK? Donc, ça vous dit quels sont les types de mots. En sixième année, là, on parle de mots variables et invariables. OK? En cinquième année, ça a l'air qu'on prend pour acquis que vous les connaissez toutes. OK? Ensuite, on a les pronoms. Donc, on veut associer les pronoms personnels à leur personne du singulier au pluriel. Ça va nous aider aussi à l'écriture. Je ne dis pas tout le temps le même mot. Tu sais, comme je sais pas, moi, tantôt, je vous ai dit, je vous ai lu le lapin flocon, mais je ne dirais pas flocon, flocon, flocon. Je vais dire il. Donc, c'est important que nos élèves puissent connaître ça. En cinquième année, là, ici, en quatrième, on associe. En cinquième, on veut que nos élèves le remplacent des noms communs et des noms propres par des pronoms personnels. Donc, on veut voir ça dans leur écrit. OK? Là, on va l'évaluer, cette partie-là. En sixième année, là, on veut, non seulement on s'attend à ce que tu es capable de le faire, mais on veut vérifier le choix du pronom personnel utilisé pour remplacer ou un ou plusieurs noms communs ou noms propres. OK? Parce que ce n'est pas seulement les noms communs, ça peut être les noms propres aussi. OK? Donc, vous voyez là, la démarche, c'est au niveau des pronoms. Les accords. Là, on va parler des accords ici. On parle repérer les marques d'accords en genre et en nombre, du déterminant, de l'adjectif et du verbe avec le nom ou le pronom. OK? Ça, c'est quatrième année. Cinquième année, encore marque d'accord. Là, on repère les marques d'accord, du déterminant, de l'adjectif ou du verbe avec le nom ou le pronom. Et sixième année, on va expliquer. Là, on va plus loin. Là, je dois expliquer. OK? Ça, c'est mes accords. Maintenant, l'autre partie là-dedans dans mes classes de mots, c'est les terminaisons au pluriel et au féminin. Et on vous dit exactement lesquels que vous devez faire. OK? Donc, reconnaître des noms communs et des adjectifs dont le S ou le X en fin de mot indique le pluriel. OK? Donc, vous devez enseigner ça. Vous avez aussi celui-là, repérer des noms communs et des adjectifs dont la terminaison ne change pas au pluriel, comme par exemple une fois, toujours un S, ça ne change pas au pluriel, je n'ajouterai pas un S. Reconnaître des noms communs et des adjectifs dont la terminaison ne change pas au féminin. OK? Donc, je dois, là, j'en ai pas en tête, là. J'aurais dû me préparer. C'est ça. Faites pas comme moi, là, quand vous enseignez ces choses-là, préparez-vous une liste de mots déjà d'avance. OK? Alors, l'autre chose, c'est en quatrième année, on va reconnaître des noms communs et des adjectifs dont de la terminaison euse et triste. Donc là, c'est ce qu'on fait dans nos mots qui terminent en heure. OK? Donc, en quatrième année. Cinquième année, ça va être la même chose, des terminaisons et des adjectifs. Et ici, c'est R. C'est terminé en R, L et V, qui est au féminin. Comme, OK? Comme beau et belle, par exemple. OK? Nos élèves, OK, voyez-vous la différence? Nos élèves en cinquième année, là, devraient savoir capable de lire beau et belle, mais on ne s'attend pas à ce qu'ils soient capables de l'écrire avant cinquième année. Oui, peut-être qu'ils vont être capables, mais vous voyez, ce n'est pas une règle qu'on s'attend à ce qu'ils connaissent, nécessairement. Un exemple comme ça. Et en sixième année, ben là, on va plus loin, le L, N, là, toutes mes doubles consonnes, là, mes mots féminins qui s'en vont avec le L, N, et, on et au féminin. OK? Donc ici, un petit encore plus détail, quels sont les mots variables. Donc, la majorité de nos mots en français, on peut voir ici, là, disons le trois quarts, hein, pour parler mathématiques, sont des mots variables. On a à peu près un quart des mots dans la langue française qui sont invariables. Et donc, ici, c'est une autre chose, une suggestion qui a été faite par Claude Quévillon-Lacasse dans un de ses articles, suggérait d'enseigner, pourquoi on n'enseignerait pas le féminin en premier à nos élèves, la forme féminine, au lieu de, comme ça, c'est plus facile après quand on arrive avec la forme masculine. Par exemple, chat, pourquoi j'enseignerais pas chatte? Après, c'est plus facile de comprendre pourquoi chat prend un T à la fin. Une suggestion. Et ici aussi, quand on parle des taux de prédictibilité pour les terminaisons au masculin-féminin, ça s'enseigne quand on sait que 97% des mots qui se terminent avec le O sont masculins. Je n'ai pas besoin de deviner.
mes chances d'erreur sont assez limitées, 3 OK? Parce que oui, il va y avoir des mots, une radio, par exemple. Hein, voyez-vous? Mais ça, c'est plus facile d'apprendre la règle, et après, les autres, ils vont venir se placer. Et encore là, juste un exemple que tout est en tout. Ma grand-mère, mon orthographe, et comme par exemple, les marches de l'escalier sont très étroites. Elle marche vers l'école. On parle de sémantique, on parle de syntaxe. Ça dépend d'où c'est placé. Là, je vais passer rapidement, mais bon, en tout cas, j'ai même pas eu le temps. Là. Alors, vous avez accès à tout ça avec des activités. Hein? Je vais rapidement, mais ça vous explique. Ça, c'est une activité que j'avais faite dans une classe de 4e année, je crois. Alors, je vous invite à vérifier nos réseaux sociaux. Vous allez voir, parce qu'on va avoir une série sur la grammaire. Euh, mais je vous invite à penser à ce que vous aimeriez peut-être améliorer. Pas améliorer, mais approfondir l'année prochaine. Et si vous voulez, par exemple, pour l'année prochaine, des accompagnements ou des formations plus approfondies, ben, gênez-vous pas, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir d'aller dans vos écoles, de faire des formations. Voilà.